Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la deuxième vidéo bilan où je vais vous parler des documentaires que j'ai vus sur Netflix. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'oubliez pas l'abonnement, le petit like et le petit commentaire et on est parti. Pour certains des documentaires, je vous ferai en deux parties. Comme ça, si vous voulez découvrir l'affaire par vous-même, vous pourrez la voir sur Netflix. Et pour ceux qui n'ont pas Netflix, je me permets de raconter l'histoire comme je l'ai compris. Si j'oublie pas, je timecoderai dans ce sens la vidéo pour certains des documentaires, une partie sans trop de détails et une partie plus complète. Si je ne fais qu'une partie, c'est que je donne mon avis sur le documentaire et que pour moi, il n'y a pas vraiment de spoil. Par contre, je me rends compte que je vais vous présenter des documentaires assez durs, donc soyez prévenus. Petit disclaimer, les documentaires montrent en général une version de l'histoire. Ici, ils donnent surtout la parole aux personnes condamnées. Encore une fois, faites attention, renseignez-vous bien sur les affaires, ne restez pas que sur un visionnage. Ici, je vous parle des documentaires comme je les ai vus et compris. J'ai fait des recherches supplémentaires sur certaines de ces affaires, mais je le rappelle, je ne suis pas une chaîne de true crime. Mon but est juste de vous présenter les documentaires. Donc n'oubliez pas, il y a toujours deux versions d'une histoire. Donc n'hésitez pas à vous renseigner également de votre côté. Ok, sinon, on va commencer avec le premier documentaire. Alors le premier, c'est l'affaire de Cyntoia Brown, coupable et victime. Le titre, c'est ça. Si vous tapez ça sur le Netflix, vous trouverez ça. Alors Cyntoia Brown est une jeune adolescente de 16 ans. À la demande de son petit ami proxénète de l'époque, elle va finir par se prostituer. Et un jour où elle cherche un client, elle va tomber sur Johnny Allen. Arrivée chez lui, Cyntoia voit que l'homme possède de nombreuses armes, euh, qui lui disait qu'il était tireur d'élite, il lui racontait des anecdotes et elle dit qu'à ce moment-là, elle s'est sentie en danger. Mais bon, une fois dans sa chambre, un peu plus tard dans la soirée, Johnny semble prendre quelque chose dans sa table de nuit. Cyntoia pense que ce dernier avait sorti une arme. En tout cas, elle dit qu'elle semble avoir vu une arme dans sa main. Et du coup, elle sort une arme de son sac et le tue. Suite à ça, elle est condamnée à perpétuité pour le meurtre de Johnny Allen. Cette dernière a plaidé la légitime défense, mais a été condamnée pour meurtre avec préméditation parce qu'elle lui a volé de l'argent, d'où le doute sur la légitime défense. Le documentaire va montrer Cyntoia durant une vingtaine d'années, de ses 16 ans au moment de son procès, jusqu'à ce que sa peine soit commuée à 15 ans grâce au gouverneur Aslam. Au fil du temps, un nouveau regard sur son passé et la loi elle-même remettra sa culpabilité en question. Alors mon avis sur ce documentaire, j'ai été étonnée de voir un documentaire qui relate une affaire sur une aussi longue période. Malgré les circonstances, je trouve que ce documentaire soulève des points intéressants qui de nos jours seraient, je pense, pratiqués d'office. En tout cas en France, aux États-Unis, je ne sais pas la loi, donc je ne sais pas. Mais comme par exemple comprendre le passé de l'accusé, essayer de trouver une solution pour offrir une seconde chance, surtout quand ça concerne des adolescents. Mais après, c'est vrai, selon les pays, on est plus ou moins strict, sévère par rapport à ce qu'a fait l'ado, quoi. Enfin, l'adolescent, donc voilà. Mais bon, voilà, un crime reste un crime, même si après des années, on dit que son affaire aurait dû être jugée comme un homicide involontaire. Des années après sa condamnation, une relecture de sa situation a été faite et a été pris en compte le fait que Cyntoia était aussi victime de traite et que la victime a abordé une mineure, malgré le fait que ce dernier avait une très bonne réputation. Comme je dis souvent, on ne connaît pas la vie d'une personne une fois sa porte fermée. Mais on est d'accord, ça n'excuse en rien son geste. Dans tous les cas, Cyntoia s'est repentie, a reconnu sa terrible erreur, a fait son possible pour changer en reprenant par exemple ses études. Aujourd'hui, il faut savoir qu'elle est libre et elle parle de son histoire à d'autres adolescents.
Cyntoia est en liberté surveillée jusqu'en 2029, si je ne me trompe pas. J'espère juste qu'elle ne retombera pas dans ses travers de jeunesse et mettra vraiment à profit cette seconde chance. À la fin de ce documentaire, je me suis dit que le documentaire semble quand même prendre un peu parti pour Cyntoia. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Je sais pas. Sinon, petit point que j'ai remarqué aussi, dans la version française, ils lui ont laissé la voix enfantine du début, alors que par la suite, c'est une jeune adulte. Je sais pas si c'est important, mais je voulais quand même le signaler parce que je trouve que ça peut un petit peu orienter, voire influencer le visionnage en lui laissant cette voix d'enfant en fait. Je sais pas si je m'explique bien, mais bon, voilà. Voilà pour l'histoire de Cyntoia Brown. C'est quand même intéressant de voir le cheminement et de voir que la loi a changé aussi. Et la loi a évolué. Donc voilà pour l'histoire de Cyntoia Brown. Ensuite, on va parler du documentaire qui s'appelle I, Overdose d'insouciance. Michaela McCollum prend un aller sain pour Ibiza. Insouciante et se laissant aller de plus en plus dans les abus dans les soirées, Michaela finit par tomber dans la drogue et de tomber sous le charme d'un homme qui s'avère être redoutable. Petit à petit, ce dernier va finir par l'isoler, la piéger jusqu'à ce que Michaela prenne une décision qui va changer sa vie. Alors mon avis, ici on parle d'une affaire liée aux stupéfiants et de comment une fille sous tout rapport finit par tomber dans un trafic à cause d'un homme qui, semble-t-il, l'a manipulée au moment où elle était vraiment pas en état de comprendre. Encore une fois, ici, c'est la version de Michaela, c'est sa version de l'histoire et de comment elle a vécu sa descente aux enfers. Je pense que ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment elle et sa comparse, alors elle s'est retrouvée embarquée dans cette histoire avec une autre jeune fille qui s'appelle Mélissa, je crois. Elles se sont retrouvées en fait acculées par les événements, probablement piégées au niveau de l'aéroport, en tout cas moi j'ai un doute, hein. Et comment Michaela a vécu ces années en prison suite à sa condamnation pour trafic de drogue. Ce qu'elle a fait pour reprendre le dessus, si ce qu'elle raconte est vrai, même si elle n'était pas dans un super état à l'époque, selon elle, elle est devenue mule pour se faire de l'argent, mais aussi pour l'homme qu'elle a rencontré. Donc ça aurait pu se finir très très mal par rapport à ce qu'elle a vécu. Je sais pas si on peut dire qu'elle a eu de la chance, mais voilà quoi. Du moment qu'elles ont pris connaissance de comment elles allaient transporter la drogue, elles auraient dû sentir que quelque chose allait mal se passer. Michaela dit d'ailleurs dans le documentaire qu'elle ne voulait plus le faire une fois à l'aéroport, mais que le gars n'arrêtait pas entre guillemets, la mettre la pression sans arrêt par téléphone. Oui, il fait ça pour moi, nanani, nanana, enfin plein de trucs comme ça. Et elle voulait pas. Elle voulait pas, mais je sais pas, elle a décidé de quand même le faire. Elle s'est dit, il y a juste le contrôle à passer et c'est bon. Mais bon, personnellement, moi je pense qu'elles ont été envoyées comme mules à sacrifier au bénéfice d'une autre personne parce que je sais pas, mais c'est tellement gros la façon dont elles se sont fait prendre. Déjà par rapport à comment la drogue a été cachée, enfin ils ont mis ça dans des sachets de soupe. Enfin, je sais pas, ça me paraît tellement... Qu'est-ce que deux Britanniques feraient avec une valise remplie de sachets de soupe? Enfin, je sais plus si c'était la soupe ou cornflakes ou je sais plus un truc comme ça. C'est clair que ça paraît bizarre en fait. Donc déjà ça, c'était hyper louche. En plus, c'était pas dans les doublures de valises ou quoi que ce soit, c'était carrément à même les vêtements et tout ça. Donc déjà ça, j'ai trouvé que c'était vraiment, comment dire, c'était déjà mal barré quoi. Donc voilà déjà ça. Et ensuite, elles disent qu'elles se sentaient surveillées en permanence, qu'elles ont voulu à un moment donné partir, mais qu'elles avaient peur en fait de se faire assassiner. Donc je sais pas si vraiment elles étaient surveillées, mais en tout cas le gars semblait savoir ce qu'elle faisait limite pas minute seconde, mais limite à l'heure près quoi. Et c'est vrai que par plein de moments,
elles se sont retrouvées, il me semble, toutes seules. Et moi, je pense qu'elles auraient pu partir, mais après, je sais pas si, je me rappelle plus si le gars qui les hébergeait avait leur passeport ou pas. Ça, je me rappelle plus. En fait, j'ai l'impression qu'elles étaient entre le doute, entre le fait de faire de l'argent peut-être facile, et en même temps, elles savaient qu'il y avait un truc qui allait pas. Donc, c'était vraiment très, très bizarre. En tout cas, le choc a dû être rude parce que de passer de fêtarde à Ibiza à trafiquante de drogue au Pérou, punaise, en l'espace de quelques semaines en plus. Hein. Et le pire dans l'histoire, c'est que elle n'a pas pu du tout prévenir sa famille. Ça s'est passé limite tellement vite que sa famille ont cru qu'elle avait disparu, qu'elle a été tuée ou des trucs comme ça. Alors qu'après, ils apprennent qu'elle a été arrêtée pour trafic de drogue. Enfin, il faut savoir que toutes les deux ont été condamnées à 6 ans de prison de haute sécurité pour trafic de drogue au Pérou. Michaela, suite à ça, a pris sa défense en main. Alors, on va dans le documentaire expliquer tout le cheminement qu'elle fait au niveau de la prison et tout ça, donc je vous laisserai voir, c'est vraiment quand même intéressant. Après, comme je dis, si ce qu'elle dit est vrai, mais je vois pas pourquoi elle mentirait là-dessus, mais bon, bref. D'ailleurs, il y a un message au niveau du documentaire en disant, attention, n'oubliez pas que c'est une personne qui a été condamnée pour trafiquante de drogue. Donc, en plus, ils mettent bien ce message-là au début. Mais bon, en tout cas, il faut savoir que Michaela, au fil des jours et tout ça, elle a pris sa défense en main et a été libérée après 968 jours d'emprisonnement. Soit elle a fait à peu près la moitié de sa peine. Sa copine Mélissa, quant à elle, est restée elle en prison, mais Michaela l'a aidée à distance à préparer sa liberté et je crois qu'elle est sortie à l'heure actuelle. Voilà. Voilà, c'était l'affaire de Michaela McCollum, High Overdose d'insouciance. Ensuite, on a le documentaire Depuis la prison, la version de Rosa. Alors dans ce documentaire, on va suivre la première interview de Rosa Peral depuis la prison où elle a été condamnée pour le meurtre de son conjoint Pedro avec la complicité de son amant Albert. Elle raconte sa version de l'histoire. Il y a aussi le procureur de son affaire qui intervient et également des journalistes ou intervenants de l'époque. Il y a également des extraits de son procès. Alors, je vous renvoie vers ma vidéo que j'ai faite sur ce documentaire et sur la série Dévorée par les flammes. Je développe déjà le documentaire dans cette vidéo. Je mettrai le lien en description ou dans le petit i, si j'oublie pas, pour que vous puissiez aller la voir si ça vous intéresse. Le documentaire qui suit, c'est l'affaire Watts, chronique d'une tuerie familiale. Alors, ce documentaire s'intéresse à la disparition de Shannan Watts, enceinte de quelques mois, et de ses 2 petites filles. Très présente sur les réseaux sociaux, sa vie sera décortiquée avec l'aide de ses amis également pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé à elle et à ses filles. Je pense que de tout ce que j'ai vu pour l'instant, c'est une des histoires qui m'a le plus touchée. Au niveau de l'histoire, malheureusement, c'est assez banal et on en voit souvent des cas comme ça en fait. C'est un mari qui trompe sa femme et au lieu de la quitter, En gros, c'est grâce aux caméras piétons des policiers envoyés chez elle pour enquêter que tu vois jusqu'à où les gens sont prêts à aller pour leur propre petit plaisir personnel et égoïste. Au lieu de quitter ça ou son compagnon, ces gens préfèrent mentir sans vergogne, de mettre en plus de ça le discrédit sur la personne disparue. Tout ça pour cacher ce qu'il a fait. Car oui, malheureusement, c'est bien le mari qui a tué sa femme enceinte et ses filles. Qui ment au début à la police, il est filmé en plus. Et le pire, c'est que on pourrait lui donner le bon Dieu sans confession, quand tu le vois au début en tout cas. Il a laissé la famille de sa femme, les amis de sa femme dans l'inquiétude, à les laisser penser le pire sur elle, à raconter des mensonges, alors qu'au final, il s'est débarrassé d'elle pour aller avec son amante. En plus, je vous ai pas raconté le pire, car ce qui m'a vraiment peiné, c'est de voir
comment il s'est débarrassé d'elle. La police a donc fait venir son père à sa demande. Les policiers, de toute façon, quasiment depuis le départ, le soupçonnaient de les avoir tués. Ils voulaient juste savoir où elles étaient. De mon avis, lors de l'interrogatoire, les policiers ont demandé à Chris si Shannan avait fait du mal aux enfants. Et je pense que sans le vouloir, ils lui ont donné cette idée, car bien qu'au début, il disait qu'elle avait rien fait, après que les policiers lui ont demandé ça, il a changé sa version et il a dit qu'il a tué sa femme après que cette dernière s'en soit prise aux enfants. Mais au départ, il parle pas du tout de ça. Il a pas l'air d'avoir cette idée. Et malheureusement, j'ai l'impression, moi, quand j'ai vu les passages des caméras, parce qu'en interrogatoire aux États-Unis, en France, je sais pas, c'est filmé. Donc, ils ont repassé tout ce passage-là. Et tu vois, en tout cas, moi, j'ai eu l'impression qu'ils ne savaient pas quoi dire. Et c'est quand les policiers disent ça que tu as l'impression que l'idée lui vient en tête. Donc après, je me trompe, hein, mais en tout cas, c'est vraiment l'impression que j'ai eue, quoi. Il a voulu complètement se dédouaner du meurtre de ses filles et a voulu charger sa femme pour ça. Et c'est franchement lâche, quoi. C'est hyper lâche. Et au final, il a tout avoué. Il a expliqué ce qui s'est passé ce soir-là. Et je vous raconte pas spécialement tout, mais voilà. En gros, il y a eu une dispute avec Shannan. Selon ses dires, il a voulu la quitter et elle a très mal pris. Et dans sa réponse, il a étranglé. Alors, il dit quand même qu'elle a rien fait, qu'elle s'est pas défendue. Donc voilà. Et au moment où il tue sa femme, il y a sa petite fille qui arrive à ce moment-là. Donc qu'est-ce qui se passe par sa tête, je sais pas. Du coup, il prend le corps de sa femme qu'il met dans la voiture et il emmène ses deux petites filles qui sont assises derrière. Donc, la police va retrouver le corps de Shannan enterré pas loin d'un chantier où il travaillait. En plus, ils ont fait des photos et on voit carrément comment la forme du trou, quoi. Donc voilà. Et le pire du pire, c'est qu'il a jeté, oui je dis bien jeté, ces deux petites filles vivantes en haut d'un immense silo. Silo ou citerne, mais je dirais que c'est plus silo. Mais voilà. En fait, il est monté tout en haut. C'est des silos de 6 mètres en plus que ça et il les a jetés par le trou d'en haut. Mais comment on peut faire ça, quoi, en fait? Et le pire dans l'histoire, c'est qu'il a voulu mettre tout ça sur le dos de sa femme, mais il a pas de... Je sais pas, il a pas de face ou quoi? Enfin, bref. Tout ça, en tout cas, c'est lui-même qui a avoué ce qu'il a fait. Donc, c'est pas présomption d'innocence ou quoi que ce soit, c'est lui qui a avoué. Pour le meurtre de sa femme enceinte, de ses deux filles, Chris Watts a été condamné à 3 condamnations à perpétuité. Franchement, une sale affaire et tout ça pour aller avec une autre femme. Voilà, c'était l'affaire Watts, chronique d'une tuerie familiale. Et pour finir, je vais vous parler de l'affaire de Lucy Blackman, disparue à Tokyo. Le 1er juillet 2000, Lucy Blackman, une jeune Britannique de 21 ans, disparaît à Tokyo, au Japon. Pendant des mois, sa famille ne va pas arrêter de médiatiser la disparition de Lucy dans l'espoir que l'enquête aboutisse. Son père et la police japonaise vont alors mener une longue enquête qui durera des mois. Ce documentaire va montrer le cheminement de l'enquête du côté japonais. D'ailleurs, ils ont réussi à avoir les inspecteurs de l'enquête, de voir les dessous du monde de la nuit à Tokyo, voir les témoignages de différents intervenants, comment l'enquête a été résolue, car oui, c'est une affaire qui, malgré le temps que cela a pris, a été résolue grâce à la police japonaise, mais aussi à certains des intervenants justement qu'on voit dans ce documentaire.
Et surtout, ce qui est touchant aussi, c'est de voir ce père qui, durant des mois et des mois, va médiatiser sa disparition et il n'a pas lâché l'affaire jusqu'à la fin. Le point négatif, je dirais que c'est que ça n'aborde pas du tout le procès. On voit les Blackman être interviewés après, mais le procès, on n'en parle pas vraiment. Et de ce que j'ai compris, c'était un très 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 long procès aussi, parce qu'il y avait beaucoup de choses par rapport à ce prédateur. Donc voilà, après, ils sont aussi passés sur beaucoup de détails qu'ils auraient dû, selon moi, aborder dans ce documentaire. Donc je ne sais pas si c'est une volonté de la famille ou pas, ou s'ils n'ont pas eu le temps de tout aborder, je ne sais pas. Dans tous les cas, je vous conseille de regarder des vidéos. Il y en a sur YouTube qui parlent de cette affaire-là. Franchement, il y a certains documentaires, je les trouve plutôt complets et complémentaires également aux documentaires. Et comme ce documentaire-là a omis certains détails, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos pour compléter cette affaire-là. Sinon, pour rentrer un peu plus dans l'histoire, c'est une histoire qui est vraiment triste. Le père de Lucie pense que si il n'avait pas autant médiatisé l'affaire au Japon et que également demandé l'aide du premier ministre de l'époque, Tony Blair, qu'il a rencontré en fait, il a rencontré ce dernier quand il est venu au Japon. Il y a des chances que la police japonaise n'aurait pas autant accordé d'importance à sa disparition parce que c'est une étrangère. Franchement, ça, c'est vraiment triste en fait. Lucie, qui travaillait comme hôtesse dans un club, n'a pas eu de chance car elle est tombée sur un prédateur S, elle, et un violeur en série. Un prédateur qui en plus paraissait au-delà de tout soupçon. Ce qui est d'autant plus triste dans cette histoire, c'est qu'il a fait beaucoup, mais alors là, beaucoup de victimes, et que beaucoup d'entre elles n'ont pas porté plainte. Elles ont, elles ont toutes été abusées, droguées, vidéos en plus à l'appui pour certaines, mais comme elles travaillaient comme hôtesse, elles ne voulaient pas avoir d'ennui. Sachant que hôtesse, ça couvre une large catégorie en fait au niveau de ce métier. Je vais pas plus dans les détails, mais voilà. C'est en faisant une enquête ou un reportage sur le métier d'hôtesse que la personne qui faisait je sais pas si c'est une journaliste, en tout cas qui a permis de regrouper des éléments par rapport à ce que disait l'hôtesse, par rapport à des agressions, etc. Et c'est comme ça qu'au fait, au fil du temps, ils vont regrouper différents noms avec la même méthode. Et c'est ainsi qu'en fait, ils vont réussir à remonter la trace de ce prédateur, qui au final s'appelle Obara. Ce qui était compliqué en fait dans l'histoire, c'est qu'il utilisait beaucoup de noms d'emprunts différents. Mais bon, en faisant des regroupements et tout, ils sont arrivés jusqu'à lui en fait. Et de toutes ces victimes, Lucy Blackman et Carita Ridgway sont les seules à ne pas s'en être sorties vivantes. Pour Carita Ridgway, elle a fait une allergie au produit qu'il a utilisé pour essayer de profiter d'elle. En fait, c'est du chloroforme dont elle a fait une espèce de réaction allergique. Alors, il l'a emmenée à l'hôpital sous un faux nom et sous un faux prétexte comme quoi elle avait fait une intoxication alimentaire, mais malheureusement, elle n'a pas survécu. Pour l'hôpital, malgré ses symptômes qui ne correspondaient pas à une intoxication, n'ont pas fait plus d'analyses et d'ailleurs la police non plus n'a pas demandé d'analyse complémentaire. Donc c'est resté comme ça. Le seul truc qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont gardé un morceau de son foie, ce qui a permis par la suite justement d'accuser Obara du meurtre de Carita. On va dire qu'ils ont quand même eu la présence d'esprit de faire ça en fait. Pour Lucie, le documentaire ne va pas aller dans les détails de ce qu'elle a subi. On a fini par la retrouver après 223 jours de recherche.
Obara s'était débarrassé d'elle dans une grotte à proximité d'un de ses appartements. Elle était enfouie dans le sable et cachée sous une baignoire et il l'avait démembrée. Alors même si la police n'a pas pu la sauver, ils ont quand même réussi à la retrouver. Et franchement, quand on voit l'endroit, je ne sais pas comment ils ont fait. Alors comme je vous le disais, le documentaire n'a pas tout détaillé, comme le fait que Obara a tenté de faire croire que Lucy était partie dans une secte. Il y a plein de trucs comme ça qu'ils ont passé outre, ils en ont pas parlé dans le documentaire. Et ils en parlent pas non plus que c'est sa colocataire et amie qui a signalé sa disparition. Mais sinon ça, je vous redirige vers la vidéo de Victoria Charlton. Elle est très bien détaillée si vous voulez avoir plus d'informations sur cette histoire. Voilà, sinon je voulais aussi rajouter un autre point important qui n'a rien à voir avec un documentaire, mais je tiens à en parler. Cette affaire me fait penser à la disparition de Tiffaine Véron, disparue à Nikko en 2018, alors qu'elle faisait un road trip au Japon. Alors sa famille, sachez-le, est toujours à sa recherche à l'heure actuelle. Il me semble que j'ai vu son frère passer à la télé il n'y a pas très longtemps et il expliquait la difficulté de faire avancer l'enquête du côté japonais. Même si des choses ont été faites, ils n'ont pas vraiment suivi toutes les pistes que eux, sa famille, ont relevées de leur côté. Du coup, l'enquête a été transférée au pôle Cold Case de Nanterre récemment. Alors espérons qu'ils pourront la retrouver eux de leur côté. Sachez que ça fait déjà 5 ans que Tiffaine a disparu. Voilà. Voilà pour les documentaires que j'ai vus. Alors, je vous l'accorde, même moi, là, en reparlant de tout ça, je trouve que c'est assez sombre. Très lugubre, même pour certains, voire morbide à souhait. Je voulais... j'ai pas fait exprès, franchement, je sais pas, j'ai dû regarder des... Enfin, j'ai regardé des documentaires vraiment assez durs, quoi. Je voulais conclure cette vidéo en vous parlant d'un autre documentaire qui n'a absolument rien à voir avec une affaire criminelle, mais je trouve du coup que ça dénote vraiment avec les sujets qu'on aborde ici. Et je sais pas, je trouve que le documentaire est tellement coloré, tellement jovial que la mettre ici, ça va pas en fait. Ça va pas du tout et c'est pour ça que je vais inclure le documentaire dont je vous parle là dans le mystère dans la vidéo film qui sera ma prochaine vidéo bilan normalement. Voilà, c'est tout pour moi. J'espère que la vidéo, je vais pas dire vous aura plu, mais vous aura intéressé. Voilà pour les documentaires. Désolée pour le côté un peu sombre, voire assez pesant. Mais je voulais quand même vous en parler parce que je trouve que c'est quand même... faut quand même les voir en fait. Voilà, bah, je vous dis sinon à plus pour la prochaine vidéo qui sera normalement mon bilan des films. Bye bye.